Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Myria Asset Management. Le mois d'avril a été marqué par une forte volatilité sur les marchés financiers, alimentée notamment par les décisions controversées du président américain Donald Trump. Entre les nouvelles surtaxes américaines, la chute brutale du dollar, le repli des taux en Europe et un climat général de nervosité sur les marchés, les investisseurs ont été mis à rude épreuve. Nos experts de chez Myria AM reviennent aujourd'hui sur les faits marquants du mois d'avril, leur impact sur les marchés et les ajustements apportés à leur stratégie d'investissement. Alors pour commencer, j'accueille Denis Canfou, gérant diversifié chez Myria AM. Bonjour Denis. Bonjour Angelina. Les annonces de surtaxes américaines début avril ont immédiatement impacté les marchés mondiaux. Est-ce que cette escalade protectionniste avait été anticipée dans votre scénario central? Et est-ce que ce moratoire sur les taxes annoncé le 9 avril a changé votre vision du marché à court terme? Cette escalade protectionniste n'était pas pleinement anticipée dans notre scénario central. Dans notre cadre macroéconomique de début d'année, on avait envisagé un contexte de tensions géopolitiques persistantes, en particulier entre les États-Unis et la Chine, mais sans passage à l'acte immédiat sous forme de mesures tarifaires démesurées. L'annonce de début avril des nouvelles surtaxes américaines sur une large gamme de produits importés, notamment en provenance de Chine, a donc constitué un choc exogène pour les marchés. Ce durcissement de la politique commerciale américaine s'inscrit clairement dans un contexte électoral. Les signaux de fermeté envoyés par l'administration américaine visent autant à mobiliser un électorat sensible aux enjeux de réindustrialisation qu'à contenir certaines dépendances stratégiques vis-à-vis de la Chine. Toutefois, la brutalité de l'annonce et l'ampleur des mesures prises ont surpris les marchés, en particulier les secteurs industriels et énergétiques, qui ont immédiatement réagi par des mouvements de repli. Dans notre scénario central, nous tablions sur une poursuite des négociations commerciales, voire sur une certaine stabilité relative dans les flux d'échanges mondiaux, favorisée par une volonté de maintenir un climat économique propice à la désinflation et à la croissance modérée. Ce scénario supposait également que les États-Unis privilégieraient des leviers non tarifaires comme les subventions domestiques ou les contrôles technologiques, plutôt que des hausses directes de droits de douane. L'annonce d'avril vient donc rebattre les cartes. Elle nous conduit à réévaluer plusieurs dimensions clés de notre scénario. L'évolution des chaînes d'approvisionnement, avec un risque accru de fragmentation et de relocalisation accélérée, les perspectives d'inflation qui pourraient être revues à la hausse si les hausses tarifaires sont répercutées sur les prix à la consommation, les comportements des banques centrales, notamment la Fed, qui pourraient être influencés par le retour des pressions inflationnistes d'origine exogène. La dynamique des matières premières, en particulier les métaux industriels, très sensibles à la demande chinoise et à l'intensité du commerce mondial. En résumé, si nous avions envisagé un durcissement du ton protectionniste, nous n'avions pas anticipé une matérialisation aussi rapide et marquée. Cela constitue un élément supplémentaire à prendre en compte dans notre scénario central qui devra désormais intégrer une probabilité accrue de perturbations commerciales prolongées. Et penses-tu que cette situation pourrait avoir un impact à long terme sur les chaînes d'approvisionnement mondiales et sur la stratégie des entreprises? Je pense que oui. On peut parler de la fragmentation accrue des chaînes de valeur. L'imposition soudaine des nouvelles surtaxes renforce l'incertitude réglementaire. Pour s'en prémunir, de nombreuses entreprises pourraient par exemple diversifier leurs fournisseurs en dehors de la Chine, réduire leur dépendance aux hubs asiatiques et investir plus dans des chaînes d'approvisionnement dites résilientes ou régionales. Ça pourrait amener un découplage partiel entre les blocs économiques, les États-Unis, la Chine, l'Union européenne, et ça accentuerait la fragmentation du commerce mondial. La deuxième chose, c'est la réévaluation des stratégies de localisation. Les entreprises qui avaient externalisé leur production pour des raisons de coût, elles pourraient relocaliser certaines activités critiques, ce qu'on appelle le nearshoring ou le reshoring, automatiser pour compenser le différentiel de coûts salariaux, renforcer leur stock. Ce type de décision stratégique, elle s'inscrit sur plusieurs années, donc c'est d'un temps plus long. La troisième chose, c'est la montée des coûts structurels. Les chaînes de valeur plus courtes et diversifiées sont souvent moins optimisées sur le plan des coûts. Ça peut générer une inflation persistante sur certains biens, une moindre efficacité logistique à court terme, des besoins accrus en investissement logistique et numérique. Et la quatrième chose, il y a la pression politique et l'ESG. La pression politique et sociétale pousse les entreprises à assurer une traçabilité accrue de leur chaîne, réduire les empreintes carbone qui militent pour des circuits courts, anticiper des mesures protectionnistes durables qui pourraient devenir structurelles plutôt que conjoncturelles. En conclusion, si cela ne reste pas une perturbation temporaire et si ça devient un point d'inflexion stratégique, la crise actuelle agira comme un catalyseur. Beaucoup d'entreprises pourraient revoir leur modèle opérationnel en profondeur et gagner en robustesse, au prix parfois d'une rentabilité peut-être plus faible. Merci beaucoup, Denis. J'accueille désormais Pierre Bismuth, directeur général et gérant diversifié chez Myria AM. Bonjour Pierre. Bonjour Angelina. Lors du précédent podcast, tu nous disais que les marchés étaient les plus grands défenseurs de la démocratie. Est-ce que cela s'est confirmé à travers les événements du mois d'avril ?
Je crois que cela a été prouvé au-delà de mes espérances, n'en déplaise aux anticapitalistes. Tout d'abord, il faut rappeler que cette crise a été entièrement provoquée par le président américain et son administration. L'économie étant une science, à partir du moment où l'ensemble des économistes et des intervenants de marché affirment que les droits de douane représentent un risque majeur pour l'économie et la croissance mondiale, il y a de fortes chances que ce soit vrai et que l'incertitude quant à cette analyse soit faible. Ainsi, dès l'annonce des surtaxes douanières, les marchés ont logiquement chuté de façon très significative. Mais le 9 avril, date prévue de l'entrée en vigueur des surtaxes, la baisse de 20% du Nasdaq depuis le début de l'année, combinée à une envolée des taux à 10 ans américains, a contraint Donald Trump à annoncer en urgence une pause de 3 mois afin d'entamer des négociations. Les marchés ont donc clairement mis en évidence l'impasse économique dans laquelle s'inscrit l'action de l'administration Trump depuis son arrivée au pouvoir. Depuis le 9 avril, on assiste à une lente remontée des marchés, bien que celle-ci se soit matérialisée plus rapidement en Europe, que ce soit sur les actions ou sur les obligations. Avec les fortes réactions des marchés face à l'annonce des surtaxes américaines, peut-on parler d'une crise financière ou plutôt d'une crise politique ? Eh bien, c'est justement ce qui rend cette crise si particulière. Elle ne devrait pas exister. En effet, il ne s'agit pas d'une crise financière. Aucune banque n'a fait faillite. Même pas une banque régionale comme ce fut le cas pour la SVB. Il n'y a pas eu d'effondrement type Crédit Suisse. Nous ne sommes pas non plus en période de pandémie. Les économies sont ouvertes. La croissance mondiale était attendue autour de 3%, portée par les pays émergents et les États-Unis. Mais à cause de l'acharnement d'un clan politique, la croissance mondiale subit désormais un vent de face représentant environ 0,5 points de PIB, voire plus d'1 point pour le seul PIB des États-Unis. Or, 1 point de PIB américain équivaut à 300 milliards de dollars, soit l'équivalent des bénéfices annuels combinés d'Apple, d'Alphabet et d'Amazon. C'est donc une crise politique. Et comme nous l'a montré l'histoire récente, les crises politiques génèrent souvent des mouvements de marché violents, mais qui tentent à se résorber rapidement. Le dernier exemple marquant vient du Royaume-Uni en 2022. L'éphémère première ministre Liz Truss avait annoncé un mini-budget non financé de 150 milliards de livres sterling qui avait été si mal accueilli par les marchés qu'il avait failli provoquer la faillite des fonds de pension britanniques, tant les taux s'étaient tendus. Finalement, les marchés ont eu raison de cette étoile filante de la politique britannique en seulement 44 jours. Les droits de douane concernent principalement les biens et non les services. Quel impact cela a-t-il sur l'exposition de tes portefeuilles ? La réponse est, si j'ose dire, contenue dans ta question. En supposant que le pic de la crise soit derrière nous, il nous faut néanmoins anticiper d'éventuelles répliques à l'image des secousses sismiques. De mon point de vue, et c'est ce que je constate déjà sur le marché actions américain, l'attention se porte désormais sur la distinction entre les sociétés qui fournissent des biens et celles qui fournissent des services. Par exemple, si l'on observe le comportement de l'action Netflix, structurellement immunisée contre les hausses de barrières douanières, celle-ci a fortement progressé après la publication de ses résultats et de ses perspectives. A l'inverse, seule l'annonce de l'abandon de la politique par Elon Musk a permis de redonner un peu d'élan à l'action Tesla qui reste cependant extrêmement volatile. Ainsi, au sein des Magnificent Seven, Microsoft et Meta se distinguent par leur performance boursière depuis le début de l'année, en tant que fournisseurs de services. À l'opposé, Apple et Tesla, producteurs de biens et non des moindres, reculent respectivement de 20 et 30% depuis le début de l'année. C'est à mon sens un nouveau thème à suivre. Pour en tirer parti, il faudra analyser avec soin les supports d'investissement intégrés à nos fonds de fonds, en étudiant attentivement les titres qui les composent et en privilégiant ceux qui sont pour l'instant surexposés aux fournisseurs de services. Certains disent que la seule conséquence positive de la politique de Donald Trump est la baisse du dollar. Qu'en penses-tu ? Et il faut bien reconnaître que si l'objectif de la politique américaine était de faire baisser le dollar, alors celui-ci est parfaitement atteint. Mais c'est le seul. Compte tenu de la réaction épidermique du marché obligataire, on sait d'ores et déjà que cette obstination entraînera des coûts de financement plus élevés, ce qui rendra inapplicables les baisses d'impôts promises pendant la campagne présidentielle. Ainsi, l'homme au prénom du célèbre canard pourrait se retrouver affublé d'un bonnet d'âne. À mon avis, cette forte baisse du dollar a en partie sauvé les marchés actions américains d'un effondrement encore plus marqué en avril. Mais c'est vraiment le seul point positif que l'on puisse y voir. Avec une économie aussi dépendante des chaînes d'approvisionnement et des importations, le risque d'une nouvelle poussée inflationniste est évidemment renforcé. La désynchronisation entre la politique monétaire européenne plutôt accommodante et celle des États-Unis beaucoup plus incertaine t'amène-t-elle à privilégier certaines durations ou devises dans les portefeuilles obligataires ? Oui, sans hésitation, nous sommes logiquement sous-pondérés sur le billet vert. La baisse du dollar face à l'euro, ainsi que les reculs inévitables côté américain, créent par contraste une situation très favorable à la zone euro.
Ainsi, même la prime de risque de 30 points de base exigée par les marchés obligataires après le vote du plan allemand à 1 000 milliards d'euros sur 10 ans a été effacée au cours du mois d'avril. La force de l'euro nous protège contre l'inflation importée et la révision à la baisse des prévisions de croissance a été l'un des facteurs ayant conduit à la chute des prix du pétrole. Par conséquent, la Banque centrale européenne dispose désormais d'un véritable boulevard pour poursuivre sa politique de baisse des taux avec un objectif de taux neutre probablement compris entre 1,5 et 2%. En résumé, tu l'auras compris, nous sommes négatifs sur la duration américaine et plutôt positifs sur les emprunts d'État européens. Merci beaucoup Pierre. Merci Angelina. J'accueille maintenant Nicolas Brice, fondateur de River 31 et conseiller du fonds Hudson Blue Chips. Bonjour Nicolas. Bonjour Angelina. Vous avez vendu Occidental Petroleum, la dernière valeur pétrolière en portefeuille. Pourquoi sortir complètement de l'énergie à ce stade ? Nous n'avons jamais eu une grande appétence pour le secteur de l'énergie, et notamment du pétrole. C'est une industrie polluante, très intense en capital et dans laquelle les performances économiques dépendent avant tout des prix du baril. Or, ceci fluctue fortement en fonction de l'activité économique, mais également des progrès dans la transition écologique et des décisions géopolitiques. Les effets de ces différents facteurs sont extrêmement difficiles à anticiper, mais nous assistons actuellement à un alignement aboutissant à une baisse des cours de cette matière première. Je pense notamment à une volonté politique de l'administration américaine de faire baisser les cours, l'augmentation de la production par les pays de l'OPEP, mais également à l'éventualité d'un accord de paix en Ukraine et à un potentiel ralentissement économique. Nous avions déjà réduit notre exposition à ce secteur fin 2024 et nous avons donc décidé courant avril d'en sortir complètement. Face à l'environnement géopolitique instable et aux tensions commerciales, la diversification thématique du fonds reste-t-elle un pilier de votre stratégie ? Alors, pour rappel, la stratégie d'investissement du fonds Hudson Blue Chips est de constituer un portefeuille diversifié de sociétés de qualité. Plus que jamais, la diversification thématique reste un pilier de la stratégie, car la visibilité s'est réduite, comme l'illustre la volatilité actuelle. Ainsi, suite aux annonces du président américain lors du fameux jour de la libération, le VIX, qui mesure cette volatilité sur les marchés actions, a brièvement atteint le niveau de 60 pour la première fois depuis mars 2020. Dans ce contexte, l'équipe de Myria et moi-même n'avons pas modifié notre approche. Nous cherchons plutôt à profiter des mouvements de marché pour renforcer les positions sur certaines sociétés lorsque le ratio rendement-risque devient particulièrement attrayant. Bien que le fonds soit majoritairement exposé à l'Amérique du Nord, envisages-tu d'augmenter votre exposition à l'Europe face à cette instabilité politique américaine ? Le fonds est typiquement exposé à l'Amérique du Nord à hauteur de 80 à 90%. Comme tu le sais, nous investissons aux États-Unis car nous y trouvons un gisement important de sociétés de très grande qualité, leaders mondiaux sur leur marché. Pour la plupart, ces sociétés ont une activité très diversifiée géographiquement. Certaines, comme Booking Holdings, réalisent même la majorité de leurs profits à l'international. Par ailleurs, le portefeuille est très faiblement exposé à la problématique des droits de douane. Nous avons cependant légèrement augmenté notre exposition à l'Europe en initiant une nouvelle position dans Safran. Safran est un leader mondial des moteurs d'avion. Cette activité génère les 2/3 des profits opérationnels du groupe. CFM International, son partenariat avec GE Aerospace, détient une part de marché de 75% sur les moteurs d'avion monocouloirs, c'est-à-dire d'avions courts et moyens courriers. Le modèle économique est la vente de moteurs à perte, associée à de lucratifs contrats de pièces détachées et de maintenance. Aujourd'hui, le groupe bénéficie d'une base installée de plus de 20 000 moteurs ancienne génération et a déjà livré plus de 5 000 moteurs nouvelle génération dénommés LEAP pour Leading Edge Aviation Propulsion. Le carnet de commandes LEAP est supérieur à 11 500 unités, soit plus de 8 années de production au rythme actuel. Le groupe possède également des activités d'équipement et d'intérieur d'avion, de défense, ainsi que 50% d'Ariane Group, spécialiste du transport spatial. Sur le long terme, les ventes progressent de 6 à 7% par an, les marges opérationnelles sont supérieures à 15% et le retour sur capitaux employés élevé. Suite à la baisse généralisée début avril, la valorisation nous a semblé attrayante et nous avons pu initier une position aux alentours de 200 € par action. Merci Nicolas. Merci Angelina. Et pour finir, j'accueille Nicolas Budin, responsable de la gestion action chez Myria M. Bonjour Nicolas. Bonjour Angelina. En avril, de nombreuses entreprises ont publié leurs résultats financiers pour le premier trimestre. Comment ces résultats se sont-ils comportés comparés aux attentes des analystes ? Tu as raison. En Europe comme aux États-Unis, les entreprises ont commencé à publier leurs résultats du premier trimestre. La moitié des entreprises qui composent l'indice Stoxx 600 ont publié leurs résultats. Ils sont ressortis en apparence supérieurs aux attentes, puisqu'ils sont sortis 7% au-dessus des niveaux anticipés par le marché. Pourtant, il faut faire attention à la première lecture et regarder plutôt plus en détail. Et là, ce qu'on regarde plus en détail, on se rend compte que le consensus avait déjà fortement révisé ses attentes, puisqu'il était 6% en dessous des résultats qui avaient été publiés un an plus tôt. Donc on attendait une baisse des résultats.
Au niveau des secteurs, tous sont concernés par ces baisses d'estimation, sauf 3 qui ont mieux résisté, qui sont considérés comme plus défensifs et surtout plus domestiques, l'immobilier, les télécoms et les services aux collectivités. Et face à l'incertitude actuelle, quelles sont les prévisions pour le reste de l'année ? Pour ce qui est du consensus, on l'a vu, on attend aujourd'hui 4% de croissance des résultats sur l'année. Pour ce qui est des entreprises, c'est un petit peu plus compliqué. Et ce qui est un peu nouveau, je dirais, c'est que de nombreuses entreprises ne donnent pas de prévision pour le résultat annuel et le justifient par l'impact des tarifs qu'elles n'arrivent pas à anticiper tant la situation est ubuesque. Par ailleurs, il y a d'autres éléments qui vont rentrer en jeu, en particulier le dollar qui a baissé d'environ 10% depuis le début de l'année par rapport à l'euro et par rapport à l'ensemble des devises, en gros. Et une dépréciation de 10% du dollar pourrait réduire les bénéfices des sociétés européennes de l'ordre de 4%. Donc l'impact est aussi important, mais pas difficilement prévisible pour les entreprises. Donc incertitude, mais ne soyons pas catastrophistes pour autant. Donc incertitude, mais pas de catastrophisme non plus. C'est simplement que les sociétés ont du mal actuellement à donner une vision sur l'année. Ensuite, je voudrais, si tu le permets, revenir un petit peu sur un secteur dont on a régulièrement parlé ici et qui est particulièrement important pour le marché français et qui explique probablement en partie la contre-performance du CAC 40 sur ce mois, c'est le luxe. Sur le secteur, les résultats sont conformes aux attentes pour certains groupes et largement inférieurs ou inférieurs pour d'autres. Et la différence entre les deux s'explique en fonction de la catégorie de clients et la catégorie de segments auxquels ils s'adressent. On a eu un début d'année qui a, par le mois de janvier en tout cas, qui a plutôt bien commencé globalement, avec le nouvel an chinois qui était décalé cette année par rapport à l'année dernière, donc une base de comparaison plutôt favorable. Mais assez rapidement, on a pu constater qu'au cours du trimestre, la croissance a ralenti de mois en mois. Des groupes comme Brunello Cucinelli ou Hermès ont particulièrement bien résisté, avec des croissances à périmètre constant et à taux de change constant, ce qui est important, de l'ordre de 8 à 10%. Et puis inversement, des groupes comme LVMH, qui sont un petit peu plus diversifiés, qui ne sont pas que dans la maroquinerie, ont vu leur croissance un petit peu diminuer à moins 3%, et Kering, une fois n'est pas coutume, à moins 14%. Donc, quels secteurs se sont le mieux comportés en ce mois d'avril ? Et à l'inverse, quels secteurs ont connu les performances les plus faibles ? Au niveau secteur, ce sont les secteurs défensifs qui ont le mieux performé. On a eu la distribution à quasiment plus 6%, l'immobilier à quasiment plus 6% également, avec Vonovia que l'on a dans le portefeuille UFF Privilège à plus 17%, et puis les services aux collectivités qui sont à peu près à plus 5%. Donc ce sont des secteurs réputés défensifs, et puis dans le contexte dont nous parlons aujourd'hui, ce sont des secteurs domestiques. Ensuite, de l'autre côté du spectre, un secteur qui s'est particulièrement mal comporté, on en a parlé précédemment, le secteur de l'énergie, qui lui est en baisse en Europe de 11%, et là c'est simplement dû à la situation sur le baril, qui lui a quasiment baissé de 20%, comme tu le sais, du fait de la situation à la fois sur l'offre et sur la demande. Dans ce contexte, avez-vous ajusté certaines positions ou revu l'allocation de vos portefeuilles ? Oui, comme toujours, on s'adapte aux circonstances. Sur les portefeuilles dont on peut parler, sur UFF Action France, on a continué de renforcer le secteur de la finance en augmentant notre investissement sur une bancaire qui se comporte particulièrement bien cette année, qui est Société Générale, qui a délivré des résultats qui ont été très encourageants par rapport à la réorganisation du groupe. On est également revenu sur un titre que l'on avait sorti il y a quelques mois, qui est Amundi, dans les services financiers. Sur UFF Privilège, je te le rappelle, exposé aux actions européennes, nous avons profité de la faiblesse des marchés en tout début de mois pour intégrer une nouvelle position sur une société suédoise, Investor AB, qui permet de s'exposer, donc, c'est une holding, donc elle permet de s'exposer à un ensemble de sociétés nordiques, principalement des sociétés de l'industrie, industrielle, et qui est particulièrement bien géré, qui est d'ailleurs déjà en portefeuille dans le fonds UFF Dynastie Familiale. Et UFF Dynastie Familiale, précisément, de nombreuses opérations, mais une peut-être plus emblématique, celle d'une nouvelle ligne qui a été introduite, c'est Pernod Ricard, que nous connaissons bien en France, une valorisation qui est particulièrement déprimée, largement impactée par ces incertitudes sur les tarifs, et en particulier sur les tarifs sur les spiritueux, qui avait été un gros sujet. Et ces fondamentaux, malgré des fondamentaux excellents, la valorisation est très déprimée. Donc une position très porteuse.
et un groupe qui affiche par ailleurs un rendement sur dividende particulièrement attractif de 5%, ce qui est un plus haut de 10 ans sur cette société. C'est la fin de notre podcast. Merci à nos invités pour leurs analyses approfondies sur les grandes tendances de marché de ce mois d'avril. Le mois a été riche en bouleversements, notamment aux États-Unis, avec la valse des droits de douane du président américain, plongeant le pays dans un climat politique tendu qui continue à peser sur les marchés. Alors que l'Europe, elle, de son côté, a montré des signes de stabilité économique très encourageants dans cet environnement global incertain. Merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. À bientôt. Ce podcast ne constitue ni une offre de souscription, ni un conseil en investissement de quelque instrument financier que ce soit. Les références à des valeurs mobilières spécifiques et à leurs émetteurs sont dans un but unique d'illustration et ne doivent pas être interprétées comme des recommandations d'achat ou de vente de ces valeurs. Les analyses mentionnées dans ce podcast représentent le point de vue de Myria Asset Management quant aux tendances des marchés financiers qui sont fondées sur les conditions actuelles de ces marchés. Elles sont émises à la date d'enregistrement et sont susceptibles d'évoluer. Toute souscription ne peut être effectuée qu'après la lecture de l'ensemble de la documentation réglementaire des fonds tenue en permanence sur notre site internet qui détaille notamment les principaux risques de l'investissement, la durée de placement recommandée et les frais appliqués. L'écoute de ce podcast ne vous dispense pas de consulter vos propres conseils afin de vous permettre de vous forger une opinion sur l'adéquation du produit à vos objectifs d'investissement et votre situation. Et enfin, les performances passées ne préjugent pas les performances futures.